Mon fils a engagé des vigiles pour m'empêcher d'entrer dans la chapelle funéraire. Il ne peut pas entrer. Ce sont les ordres du fils lui-même, ont-ils dit quand j'ai essayé de dire adieu à Madeleine, ma femme bien-aimée depuis 36 ans. 2 hommes m'ont physiquement sorti tandis que je criais son nom. Ce soir-là, j'ai passé un appel, et cet appel allait tout changer. Si cette histoire touche quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne. Chaque jour, nous partageons des histoires vraies qui pourraient être les vôtres. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Je m'appelle Georges Lefebvre, j'ai 68 ans, et ce que je vais vous raconter a changé ma vie pour toujours. Je suis arrivé à l'église Saint-Paul à Lyon ce vendredi matin, portant le costume noir que Madeleine avait repassé pour moi la dernière fois qu'elle était à la maison. Dans mes mains, je portais les fleurs qu'elle aimait le plus, des roses blanches du jardin que nous avions plantées ensemble il y a 20 ans. Mon cœur battait avec ce mélange de douleur et d'amour que seul celui qui a perdu le compagnon de toute une vie peut comprendre. Je pensais pouvoir enfin lui dire adieu, mais quand je suis arrivé à l'entrée principale, il y avait 2 hommes vêtus de noir postés là comme des sentinelles. C'étaient des armoires à glace, sérieux, portant ces oreillettes que les agents de sécurité utilisent dans les films. Au premier moment, j'ai pensé que c'était pour des funérailles importantes, peut-être un politicien ou un homme d'affaires connu. Je me suis approché naturellement, comme je l'avais fait des milliers de fois dans ma vie, comme l'homme qui a construit 3 entreprises de ses propres mains. Je n'ai jamais imaginé que ces vigiles étaient là à cause de moi. Je n'ai jamais imaginé que mon propre fils les avait placés là pour m'humilier. « Excusez-moi, monsieur. Où allez-vous » a demandé le plus grand quand j'ai essayé d'entrer. Sa voix était froide, professionnelle, comme s'il faisait n'importe quel travail ordinaire. « Je suis ici pour les funérailles de ma femme, Madeleine Lefebvre », ai-je répondu en montrant les fleurs. L'homme a regardé son collègue, puis a sorti un papier plié de sa poche, l'a ouvert lentement comme si c'était une sorte d'ordonnance judiciaire. « Je suis vraiment désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas entrer. C'est une décision de la famille. » Ces mots m'ont frappé comme de l'eau glacée en plein hiver. « Comment ça, je ne peux pas entrer? Je suis Georges Lefebvre, le mari de Madeleine. Nous sommes mariés depuis 36 ans. » Ma voix a commencé à faiblir, mais ce n'était pas de tristesse, c'était de rage, d'incrédulité, d'une humiliation que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie. Le vigile n'a même pas bronché. « Monsieur, j'ai des ordres spécifiques du fils de Madame Lefebvre, Sébastien Lefebvre. Vous n'avez pas la permission d'entrer à ses funérailles. » Chaque mot était comme un clou enfoncé dans ma poitrine. Mon propre fils, mon fils unique, le garçon que j'ai porté dans mes bras quand il est né. C'est alors que des visages connus ont commencé à apparaître. Les Durand, nos amis de toute une vie, Madame Garnier, la voisine qui s'est occupée de nous quand Sébastien était petit, mes associés de l'entreprise de BTP, des hommes qui me respectaient depuis des décennies. Tous m'ont vu là, discutant avec des vigiles, comme si j'étais un intrus. Leurs expressions ont changé quand ils ont réalisé ce qui se passait. Certains ont détourné le regard, d'autres m'ont salué avec pitié, comme si j'étais condamné. La honte m'a envahi comme un feu. 36 ans de mariage respectable, et mon fils était en train de me transformer en spectacle devant tout Lyon. « S'il vous plaît, laissez-moi passer. Je veux juste voir ma femme une dernière fois. » Je ne me souciais plus de ma fierté. Madeleine était là-dedans, froide, seule, m'attendant. Nous avions promis de rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais même ça, il ne me laissait pas l'accomplir. Le vigile le plus jeune semblait mal à l'aise. « Monsieur, nous comprenons votre douleur, mais nous ne pouvons pas faire d'exception. Si vous voulez, vous pouvez appeler Monsieur Sébastien pour régler ça. Appeler mon propre fils pour demander la permission de voir ma femme morte. » L'humiliation était complète. C'est alors que Sébastien est apparu à la porte, portant un costume cher que j'avais payé, avec Élodie, sa femme, à son bras. Il avait 39 ans, mais à ce moment-là, il ressemblait à un étranger. Les yeux secs, pas une larme pour sa mère morte. Élodie m'a regardé avec mépris comme si j'étais une ordure dans la rue. « Papa », a dit Sébastien d'une voix que je n'avais jamais entendue de lui auparavant. « On en a déjà parlé. On ne veut pas de problèmes ici. Rentre à la maison. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre de mon propre fils, le fils que Madeleine a élevé avec tant d'amour.
« Sébastien, s'il te plaît, c'est ma femme, c'est ta mère, laisse-moi entrer juste 5 minutes. » Ma voix sonnait pathétique, je le sais. Mais à ce moment-là, je ne me souciais pas de ma dignité. Je voulais juste toucher la main de Madeleine une dernière fois. Lui dire que je l'ai aimée jusqu'à mon dernier souffle, lui demander pardon de ne pas avoir pu la protéger de cette trahison. Sébastien m'a regardé comme si j'étais un mendiant ennuyeux quelconque. « Papa, tu fais une scène. Maman n'aurait pas voulu te voir comme ça. Tu ferais mieux de partir avant qu'on doive appeler la police. » Élodie souriait derrière lui, un petit sourire, cruel, victorieux. Les vigiles se sont rapprochés. L'un d'eux a touché mon bras avec délicatesse, mais avec fermeté. « Monsieur, il vaudrait mieux que vous partiez, on ne veut pas de complications. » J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que tout le monde nous observait. Il y avait des personnes âgées qui connaissaient Madeleine depuis qu'elle était petite, des parents venus de province, des employés de mes entreprises qui me respectaient depuis des décennies. Tout le monde voyant mon fils me chasser des funérailles de ma propre femme comme si j'étais un chien errant. 2 vigiles m'ont physiquement sorti tandis que je criais son nom. « Madeleine, Madeleine, pardonne-moi !» J'ai marché jusqu'à ma voiture avec les jambes tremblantes, les roses blanches toujours dans les mains. Les gens dans la rue me regardaient avec curiosité, se demandant ce que diable ce vieil homme avait fait pour être expulsé d'un enterrement. Je me suis assis sur le siège conducteur et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis l'enfance. J'ai pleuré pour Madeleine qui était là-dedans sans pouvoir me défendre. J'ai pleuré pour les 36 ans de mariage que mon fils a piétiné en 5 minutes. J'ai pleuré pour l'humiliation, la trahison, la haine que j'ai vue dans les yeux de ma propre chair et de mon propre sang. Mais tandis que je conduisais vers la maison vide, quelque chose a changé dans ma poitrine. La tristesse se transformait en quelque chose de plus froid, de plus calculé. Sébastien pensait qu'il m'avait vaincu, qu'il m'avait pris tout ce qui comptait pour moi. Mais il y avait quelque chose qu'il ne savait pas, quelque chose que Madeleine et moi avions planifié des années auparavant, quand nous croyions encore que notre fils avait du cœur. Ce soir-là, quand je rentrerais à la maison, je passerais un appel qui changerait tout, un appel dont mon fils se souviendrait pour le reste de sa vie misérable. Madeleine et moi nous sommes rencontrés un mardi d'avril 1986, dans le bureau d'une petite entreprise de construction où elle travaillait comme secrétaire. J'avais 30 ans, elle 25, et je suis arrivé là avec un projet fou, construire des maisons décentes pour des familles de travailleurs avec un prêt qui couvrait à peine les matériaux. Madeleine m'a accueilli avec un sourire qui a illuminé tout le bureau. « Vous voulez vraiment construire des maisons pour les gens ordinaires ?» m'a-t-elle demandé. « C'est la seule chose que je sais faire », ai-je répondu. Et à partir de ce jour, nous ne nous sommes plus jamais séparés. Les premières années ont été une lutte pure. Madeleine a quitté son emploi pour m'aider avec la paperasse, les contrats, les négociations avec les banques. Nous travaillions de 6 heures du matin à 23 heures dans une toute petite pièce qui sentait le café réchauffé et les rêves non réalisés. Elle s'occupait des chiffres avec une précision qui m'impressionnait et moi je posais des briques de mes propres mains quand les maçons n'y arrivaient pas. « Georges, » me disait-elle quand je rentrais épuisé à la maison, « on est en train de construire quelque chose de grand, quelque chose qui durera pour toujours. » Madeleine voyait toujours l'avenir quand moi je ne voyais que des problèmes. Sébastien est né en octobre 1983, après 3 ans d'essai pour avoir des enfants. Madeleine avait perdu 2 grossesses avant, et quand le petit est finalement arrivé en bonne santé et en pleurant, nous avons pleuré de joie pendant des heures. Il était tout petit, tout fripé, parfait. « Ce garçon sera notre fierté », m'a dit Madeleine, tandis qu'elle l'allaitait pour la première fois. Il sera meilleur que nous 2 réunis. Je l'ai tenu dans mes bras et j'ai promis qu'il aurait tout ce que nous n'avions jamais eu. Des études, des opportunités, une vie sans difficulté. Je n'ai jamais imaginé que tant d'amour allait se transformer en tant de haine. Pendant les années 90, l'entreprise a grandi comme une traînée de poudre. Madeleine a sacrifié ses propres rêves pour s'occuper de Sébastien et gérer la partie administrative des entreprises. Pendant que j'étais sur les chantiers à superviser, elle restait à la maison à aider le petit avec ses devoirs, à cuisiner pour les employés qui parfois restaient tard, à faire les comptes sur la table de la salle à manger. Les dimanches étaient sacrés, messe en famille, déjeuner fait maison, promenade au parc.
« Papa, quand je serai grand, je veux être comme toi », me disait Sébastien quand il avait 10 ans. Madeleine me faisait un clin d'œil depuis la cuisine. Nous avons créé la première entreprise en 1991, Lefebvre BTP. Madeleine a insisté pour que mon nom soit le seul sur l'enseigne. « C'est toi qui prends les risques et qui assume », disait-elle. « Moi, je suis heureuse d'être ton associée silencieuse. » Mais silencieuse, elle ne l'a jamais été. Elle était ma conseillère, ma confidente, celle qui me freinait quand je voulais grandir trop vite et qui me poussait en avant quand j'avais peur de m'étendre. Les nuits où je rentrais préoccupé par un projet difficile, elle préparait une tisane de tilleul et m'écoutait pendant des heures. « Les problèmes se résolvent un à la fois, mon chéri », me disait-elle. « Demain, on verra tout plus clairement. » En 2005, nous avions 3 entreprises. Une entreprise de BTP, une société de promotion immobilière et un bureau d'études techniques. Sébastien avait 22 ans et faisait des études de gestion dans l'une des écoles de commerce les plus chères de Lyon. Il était intelligent, je ne vais pas le nier, mais il commençait à montrer une arrogance qui inquiétait Madeleine. « Georges, le petit croit que tout tombe du ciel », me disait-elle quand Sébastien apparaissait avec des voitures de location ou dépensait des fortunes en vêtements de marque. Peut-être qu'on devrait lui apprendre à apprécier ce qu'il a. Mais moi, je trouvais ça normal. Après tout, j'avais travaillé toute ma vie pour qu'il ait ses opportunités. Le premier signe que quelque chose n'allait pas, c'est quand Sébastien a rencontré Élodie en 2007. Elle venait d'une famille avec de l'argent ancien, de celles qui se croient supérieures parce qu'elles ont hérité ce que d'autres ont construit. Dès le premier jour, Élodie a regardé Madeleine avec mépris. « Votre mère n'a pas fait d'études supérieures ?» a-t-elle demandé à Sébastien lors d'un dîner en famille. On voit qu'elle est d'origine modeste. Madeleine est restée silencieuse, mais j'ai vu ses yeux se mouiller. Ce soir-là, elle m'a dit « Georges, cette femme va nous causer des problèmes. » Comme toujours, elle avait raison. Les années ont passé et la distance entre Sébastien et nous a grandi comme un gouffre. Il a obtenu son diplôme avec les honneurs, a commencé à travailler dans les entreprises, mais toujours avec une attitude comme s'il méritait plus que ce qu'on lui donnait. Élodie l'empoisonnait constamment. « Les parents sont tellement simples. On mérite d'avoir notre propre argent. Pourquoi tu dois demander la permission à ton père pour tout ?» Madeleine s'en rendait compte et souffrait en silence. « On est en train de perdre notre fils, » me disait-elle, et je ne sais pas comment le récupérer. En 2019, Sébastien s'est marié avec Élodie dans une fête qui a coûté plus que ma première maison. Madeleine et moi avons tout payé. L'église, la salle, la lune de miel en Italie, même la robe d'Élodie qui a coûté 8 000 €. Pendant la cérémonie, Sébastien nous a remerciés dans son discours, mais d'une façon froide, protocolaire, comme si nous étions des sponsors et non ses parents. Élodie ne nous a même pas regardés quand ils ont dit « oui ». Madeleine a pleuré pendant toute la fête, mais ce n'était pas de joie. « Je sens qu'aujourd'hui on a perdu notre fils pour toujours », m'a-t-elle murmuré tandis que nous dansions. Une fois de plus, elle avait raison. Les dernières années avant la maladie de Madeleine ont été étranges. Sébastien venait de moins en moins à la maison, toujours avec des excuses. Il avait des réunions, Élodie était occupée, il préférait passer les dimanches seul. Quand il venait, Élodie se plaignait de tout, de la nourriture, de la décoration, de nos sujets de conversation. « Vous parlez toujours de travail », disait-elle avec irritation. « Vous n'avez pas de loisirs plus intéressants ?» Madeleine cuisinait leurs plats préférés, mais ils arrivaient en retard et mangeaient en vitesse. « On a des engagements mondains », c'était toujours l'excuse. Le jour où le médecin a donné le diagnostic de Madeleine, en janvier 2022, la première chose qu'elle m'a dite a été « Appelle Sébastien. Je veux qu'il sache que sa mère l'aime. » Peu importe comment vont les choses ces derniers temps. J'ai appelé sur le champ. « Papa, je suis en réunion importante. Ça peut attendre ?» a-t-il répondu. « C'est à propos de ta mère, Sébastien. C'est urgent. »« D'accord, mais fais vite. » Quand je lui ai dit que Madeleine avait un cancer en phase terminale, il y a eu un long silence. Puis, « Tu es sûr que le médecin a raison? Vous avez cherché un deuxième avis ?» Comme si c'était un problème qui pouvait être résolu avec de l'efficacité d'entreprise. Il n'est pas venu la voir ce soir-là. Cancer du pancréas. Stade 4. Ce sont les mots que le docteur Bernard nous a dit le mardi 16 janvier 2022.
Elle a entre 3 et 6 mois, monsieur Lefebvre. On peut faire de la chimiothérapie pour gagner du temps, mais je dois être honnête. Ce sera plus pour notre tranquillité que pour une vraie guérison. Madeleine a serré ma main quand elle a entendu ça. Elle n'a pas pleuré. Ma femme ne pleurait jamais quand les choses devenaient difficiles. « On commence quand ?» a-t-elle demandé avec cette voix ferme que je connaissais depuis 36 ans. Georges et moi, on n'abandonne pas facilement. Ce même après-midi, j'ai annulé toutes les réunions de travail. J'ai appelé mes directeurs et j'ai dit que jusqu'à nouvel ordre, je serais entièrement dévoué à Madeleine. Mais, monsieur Lefebvre, on a la concurrence sur le projet de Villeurbanne, m'a dit Michel, mon bras droit. Laisse Sébastien s'en occuper, ai-je répondu. C'est pour ça qu'il a fait des études de gestion et qu'il travaille avec nous depuis 5 ans. C'était le moment parfait pour mon fils de montrer ce qu'il valait. C'était son opportunité de prendre les choses en main quand la famille en avait le plus besoin. Les premiers jours de chimiothérapie ont été terribles. Madeleine vomissait toutes les 2 heures, avait complètement perdu l'appétit et ses beaux cheveux ont commencé à tomber par touffes. J'ai dormi dans un fauteuil à côté de son lit d'hôpital, tenant sa main quand la douleur la réveillait au milieu de la nuit. « Georges, me disait-elle dans ces moments de lucidité, promets-moi que tu prendras soin de Sébastien quand je partirai. Promets-moi que tu ne garderas pas rancune s'il ne sait pas gérer tout ça. » J'ai promis tout ce qu'elle m'a demandé, mais au fond de moi, je commençais déjà à m'inquiéter de l'absence de notre fils. Sébastien est apparu à l'hôpital 3 jours après le diagnostic, un vendredi après-midi, habillé en costume de travail et regardant constamment son portable. « Comment tu vas, maman ?» a-t-il demandé à Madeleine, mais sans s'approcher trop du lit, comme si le cancer était contagieux. Madeleine lui a souri avec toute la force qu'elle avait. « Mieux maintenant que tu es là, mon amour. » Sébastien est resté exactement 15 minutes. « Papa, Élodie m'attend. On a un dîner avec des investisseurs importants. » Il est parti sans l'embrasser, sans la serrer dans ses bras, sans promettre qu'il reviendrait bientôt. Les semaines ont passé et l'absence de Sébastien est devenue une plaie ouverte pour Madeleine. « Pourquoi mon fils ne vient pas ?» me demandait-elle quand les médicaments la rendaient confuse. « J'ai fait quelque chose de mal? Il est fâché contre moi ?» J'inventais des excuses tous les jours, qu'il était occupé avec des projets, qu'Élodie avait des engagements mondains, qu'il venait la nuit quand elle dormait. Des mensonges pieux pour protéger le cœur d'une femme qui était en train de mourir et qui voulait juste voir son fils une dernière fois. En février, Madeleine a eu une crise grave. Les médecins ont dit que c'était probablement la fin. J'ai appelé Sébastien, en pleurant au téléphone. « Mon fils, ta mère est en train de mourir, tu dois venir maintenant. » Sa réponse m'a glacé le sang. « Papa, je comprends que ce soit difficile, mais Élodie est enceinte de 3 mois et on ne peut pas s'exposer aux microbes de l'hôpital. Le médecin a recommandé d'éviter les endroits avec des personnes malades. Des microbes, des personnes malades. » Il parlait de sa mère mourante, comme si elle était un risque biologique. Madeleine a survécu à cette crise, mais elle est restée très affaiblie. Un après-midi de mars, quand elle se sentait un peu mieux, elle m'a demandé de la ramener à la maison pendant quelques heures. « Je veux cuisiner encore une fois pour ma famille », m'a-t-elle dit. « Je veux que Sébastien vienne manger ce pot-au-feu qu'il adorait quand il était petit. » J'ai tout organisé, acheté les ingrédients, je l'ai aidé à cuisiner, même si elle tenait à peine debout. J'ai mis la table comme au bon vieux temps. J'ai appelé Sébastien. Aujourd'hui, Élodie et moi, on a déjà un engagement. Ça ne peut pas être un autre jour? Nous avons mangé seuls. Madeleine a pleuré, regardant l'assiette vide de son fils. Les derniers mois ont été une agonie émotionnelle. Madeleine a perdu 30 kilos. Sa peau est devenue jaunâtre. Mais ses yeux continuaient à chercher Sébastien chaque fois que quelqu'un entrait dans la chambre. J'ai vendu des actions des entreprises pour payer des traitements expérimentaux dans des cliniques privées à Paris. J'ai dépensé plus de 150 000 € avec des médecins spécialistes, des médicaments importés, tout ce qui pouvait donner un jour de vie de plus à ma femme. Pendant ce temps, Sébastien envoyait des messages sur WhatsApp demandant comment allait la situation de sa mère, comme si c'était un rapport d'entreprise. Le dernier dimanche de mars, Madeleine m'a demandé de l'emmener à l'église où nous nous sommes mariés. Elle était si faible que j'ai dû la porter de la voiture jusqu'au banc. Pendant toute la messe, elle a prié pour Sébastien. « Mon Dieu », je l'ai entendu murmurer,
Aide mon fils à retrouver le chemin vers nous. Ne laisse pas l'amertume le consumer quand je partirai. » Après la messe, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Georges, si un jour Sébastien te trahit, ne reste pas silencieux. La dignité doit être défendue, même contre son propre sang. » Madeleine est décédée le mardi 12 avril 2022, à 16h37. Je tenais sa main quand elle a rendu son dernier souffle. Ses derniers mots ont été « Prends soin de notre fils, mais prends encore plus soin de toi-même. » J'ai appelé Sébastien immédiatement. « Papa, je suis en réunion. Qu'est-ce qu'il y a ?»« Ta mère vient de mourir, Sébastien. » Il y a eu un long silence. Puis, « J'arrive. » Il est arrivé 2 heures plus tard, quand Madeleine était déjà froide. Il s'est approché du corps, a touché son front une fois et a dit « Elle a l'air en paix. » Il n'a pas pleuré, ne m'a pas serré dans ses bras, n'a pas dit qu'il l'aimait. Ce soir-là, tandis que je veillais le corps de Madeleine à la maison, Sébastien est parti tôt. Élodie ne se sent pas bien avec la grossesse, a été l'excuse. Demain, on organise tout pour les funérailles. Je suis resté seul avec ma femme morte, me souvenant de 36 ans d'amour véritable. Je lui ai parlé comme si elle pouvait encore m'entendre. « Madeleine, notre fils n'est plus le garçon que nous avons élevé. Il est devenu un étranger. Mais je te promets que je vais honorer ta mémoire comme tu le mérites. » Je ne savais pas que le lendemain, cet étranger allait m'humilier de la façon la plus cruelle qu'un fils puisse humilier un père. Le lendemain du décès de Madeleine, je suis arrivé à l'église Saint-Paul à 8 heures du matin pour organiser les funérailles. J'avais dormi 2 heures, mais mon esprit était clair. Je voulais que la veillée de ma femme soit parfaite, comme elle le méritait après une vie de sacrifice et d'amour inconditionnel. Dans ma poche, je portais la liste que nous avions faite ensemble des mois auparavant, quand elle avait encore la force de planifier son propre départ. Fleurs blanches, musique douce, tous les gens qui nous connaissent doivent être là, avait-elle écrit de son écriture tremblante. Ils doivent se sentir chez eux, comme notre maison l'a toujours été. Mais quand je suis arrivé à l'accueil, la dame m'a regardé avec confusion. « Monsieur Lefebvre, votre fils est passé il y a 1 heure, il a déjà tout organisé. » J'ai senti comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. « Comment ça, il a déjà tout organisé? Je suis le mari de Madeleine, c'est moi qui dois prendre ces décisions. » La dame, nerveuse, m'a montré un dossier plein de papiers signés. « Monsieur, il est écrit ici que Sébastien Lefebvre est le représentant légal pour les arrangements des funérailles. Il a apporté des documents prouvant qu'il est l'exécuteur testamentaire. » Des documents que je n'avais jamais vus de ma vie. Sébastien est arrivé 1 demi-heure plus tard, accompagné d'Élodie et d'un homme plus âgé en costume chair que je ne connaissais pas. « Papa, voici Maître d'Harcourt, notre avocat de famille. » Notre avocat depuis 30 ans travaillait avec Maître Duval, mon avocat de confiance. Depuis quand Sébastien avait-il des avocats propres pour les affaires de famille? « Monsieur Lefebvre, » a dit Maître d'Harcourt avec un faux sourire, « nous comprenons que vous traversez un moment extrêmement difficile. C'est pourquoi votre fils s'est occupé de tous les arrangements pour vous épargner le stress. » Du stress, comme si organiser les funérailles de ma femme était un quelconque ennui administratif. « Sébastien, je veux revoir tous les arrangements. Ta mère avait des idées précises sur la façon dont elle voulait ses adieux. » Mon fils m'a regardé avec une patience feinte qui m'a rendu furieux. « Papa, tout est déjà décidé. J'ai engagé les meilleurs services funéraires, les meilleures prestations, les meilleures fleurs. Élodie s'est occupée des détails esthétiques. » Élodie, la femme qui connaissait à peine Madeleine, s'était occupée des détails des funérailles de ma femme. « Et les fleurs blanches qu'elle voulait ?» ai-je demandé. « On les a changées pour des orchidées violettes, » a répondu Élodie avec un sourire. « C'est plus élégant pour une cérémonie de ce niveau. » De ce niveau. Comme si les funérailles de Madeleine étaient un événement mondain qui devait être classé par critères de standing. « Ta mère détestait les orchidées violettes, » ai-je dit à Sébastien. Elle disait toujours qu'elles avaient de l'air artificiel. Sébastien a soupiré comme si j'étais un enfant difficile. Papa, maman ne peut plus donner son avis. On doit prendre les meilleures décisions pour honorer sa mémoire. Nous, comme si je ne faisais pas partie de ce nous, comme si 36 ans de mariage
ne me donnait pas le droit de décider comment dire adieu à ma propre femme. Le pire a été quand j'ai revu la liste des invités. Ils avaient éliminé la moitié des personnes que Madeleine considérait comme importantes. Les collègues de travail des années 80, les voisins qui nous avaient aidés quand Sébastien était petit, les employés de mes entreprises qui la connaissaient depuis des décennies. Ces gens ne correspondent pas au profil de l'événement, a expliqué Élodie. On veut que ce soit une cérémonie distinguée, pas une veillée de quartier populaire. Distinguée. Madeleine, la femme la plus distinguée que j'ai connue dans ma vie, mais pas à cause de l'argent, à cause de son cœur, réduite à des critères de classe sociale par une belle-fille snob. Quand j'ai protesté, l'avocat maître d'Harcourt est intervenu. « Monsieur, légalement votre fils a autorité pour prendre ses décisions. Votre épouse a modifié le testament l'année dernière et l'a nommé comme seul exécuteur testamentaire de ses affaires. » C'était impossible. Madeleine et moi avions fait nos testaments ensemble avec Maître Duval en 2020. Nous n'avions jamais rien modifié. « Je veux voir ces documents », ai-je exigé. « Bien sûr », a dit Maître d'Harcourt, « mais ils sont en cours d'homologation. Vous les aurez dans quelques jours. Des jours après les funérailles, quand ça n'aurait plus d'importance. Si vous écoutez mon histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. » Parfois, savoir qu'il y a des gens dans le monde qui écoutent me donne la force de continuer, parce que ce que je vais raconter maintenant est la chose la plus difficile que j'ai vécue, et j'ai besoin de sentir que quelqu'un comprend la douleur qu'on ressent quand sa propre famille vous trahit au moment le plus vulnérable de votre vie. Cet après-midi-là, les amis de Madeleine ont commencé à m'appeler, confuse. « Georges, pourquoi ce n'est pas toi qui organise les funérailles ?» m'a demandé Madame Garnier. « Pourquoi ton nom n'est pas sur le faire-part ?» J'ai dû expliquer 20 fois que mon fils avait tout pris en charge. « Et tu es d'accord avec ça ?» m'a demandé Michel, mon directeur de confiance. Je n'étais d'accord avec rien, mais je ne savais pas comment expliquer que je me sentais comme un étranger dans ma propre tragédie, comme si j'étais un figurant dans la production la plus importante de ma vie. Ce soir-là, Élodie a choisi le cercueil le plus cher du catalogue, chaîne importée avec ferrures en bronze, doublée de soie italienne. « C'est ce que Madame Madeleine mérite », a-t-elle dit. Mais je savais que c'était pour impressionner les gens, pour montrer le statut financier de la famille. Madeleine aurait détesté cette ostentation. Elle disait toujours « Georges, quand je partirai, ne dépense pas d'argent en luxe. Donne-le plutôt à ceux qui en ont besoin. » Mais Élodie ne connaissait pas Madeleine, elle ne connaissait que la version qu'elle avait inventée dans sa tête, la belle-mère de classe inférieure qui devait être améliorée à titre posthume. Avant de quitter les pompes funèbres, j'ai essayé une dernière fois de parler avec Sébastien seul. « Mon fils, je sais que tu souffres de la mort de ta mère, mais ce n'est pas correct. Je suis son mari. J'ai le droit de participer aux décisions. » Sébastien m'a regardé avec une froideur que je n'avais jamais vue dans ses yeux. Papa, maman et moi avons beaucoup discuté ces derniers mois. Elle m'a raconté des choses sur vous deux, sur votre mariage, sur ce qu'elle ressentait vraiment. J'ai senti le sol bouger sous mes pieds. Quelles choses! Des choses qui vont te faire très mal si tu les entends ici devant tout le monde. C'était une menace. Mon propre fils me menaçait. Ce soir-là, je suis retourné dans la maison vide, le cœur déchiré et l'esprit plein de questions auxquelles je n'avais pas le courage de répondre. La maison sentait encore les médicaments de Madeleine, les fleurs que les voisins avaient apportées, ce mélange de tristesse et d'amour qui reste quand quelqu'un de très cher s'en va pour toujours. Je me suis assis sur le canapé où Madeleine et moi avions regardé tant de films ensemble, où elle tricotait pendant que je révisais des plans de chantier, où nous avions planifié nos rêves pendant 36 ans. Sur la table de la salle à manger, il y avait encore les comprimés dont elle n'avait plus besoin, le verre d'eau à moitié plein, le petit carnet où elle notait les choses qu'elle voulait me dire quand elle avait la force de parler. J'ai ouvert ce carnet avec les mains tremblantes et j'ai trouvé quelque chose qui m'a brisé l'âme. « Georges, si quelque chose m'arrive, prends soin de Sébastien, mais ne le laisse pas te manquer de respect. La dignité est la seule chose que personne ne peut te prendre si tu ne le permets pas. C'est toi qui m'as appris ça quand on était jeunes et pauvres, mais fiers. » Madeleine avait écrit ça seulement 2 semaines avant de mourir,
quand nous avions encore l'espoir que Sébastien revienne à la raison et redevienne le fils aimant que nous avions élevé. Est-ce qu'elle pressentait que quelque chose comme ça pourrait arriver? Est-ce qu'elle avait vu dans les yeux de notre fils cette froideur que j'avais refusé de reconnaître? J'étais en train de lire ses notes quand le téléphone a sonné. Il était 23h30. C'était Sébastien. Sa voix sonnait différemment mais confiante, comme quand il parlait avec des fournisseurs difficiles ou des clients. « Papa, on doit parler de demain. »« Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Il y a un problème avec les préparatifs? »« Oui, il y a un problème. On a décidé qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas aux funérailles demain. » Les mots sont tombés sur moi comme des pierres. Qu'est-ce qu'il voulait dire par « je ne viens pas » ? Comment je n'irai pas aux funérailles de ma propre femme? Sébastien, je ne comprends pas de quoi tu parles. Papa, Élodie et moi avons consulté un psychologue spécialiste du deuil. Il nous a expliqué que parfois la douleur peut faire agir les gens de façon irrationnelle, dire des choses blessantes sans réfléchir. Un psychologue? Quel psychologue? Depuis quand Sébastien consultait-il un psychologue sans me le dire? Mon fils, je ne sais pas de quel psychologue tu parles, mais je vais parfaitement bien. Je veux juste dire adieu à ta mère comme elle le mérite. Mais papa, c'est ça le problème. Tu ne vas pas bien. On l'a remarqué ces derniers mois. Ton comportement erratique, tes réactions exagérées, la façon dont tu traites Élodie quand elle vient nous rendre visite. Comportement erratique, réaction exagérée. De quoi mon fils parlait-il? Les seules réactions que j'avais eues étaient de douleur en voyant Madeleine souffrir et de tristesse parce qu'il ne venait pas la voir. Sébastien, je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, mais je n'ai jamais maltraité Élodie. Au contraire, j'ai toujours été respectueux envers elle, même quand elle a été grossière avec ta mère. Tu vois, papa? C'est exactement ce dont je parle. Élodie n'a jamais été grossière avec maman. Tu as une perception déformée de la réalité. Une perception déformée? Mon fils me disait que j'étais fou. Sébastien, écoute bien ce que je vais te dire. Je suis ton père et je suis le mari de Madeleine. Demain, je serai à ses funérailles, que tu le veuilles ou non. C'est mon droit et mon devoir. Il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne. Puis j'ai entendu la voix d'Élodie en fond, murmurant quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. « Papa, » a dit Sébastien quand il est revenu au téléphone, « si tu te présentes demain, tu vas faire un scandale, tu vas gâcher la cérémonie, tu vas manquer de respect à la mémoire de maman. » Manquer de respect? Moi qui ai consacré les derniers mois de ma vie à prendre soin d'elle jour et nuit, je lui manquerais de respect? Ce n'était plus une conversation entre père et fils, c'était une négociation hostile entre ennemis. Ex-femme, papa, maman s'était divorcée mentalement de toi depuis des années. Ces mots m'ont transpercé comme des balles. Qu'est-ce que tu dis? Ta mère et moi avons été mariés et amoureux jusqu'au dernier jour de sa vie. C'est ce que tu crois, papa, mais maman m'a raconté beaucoup de choses ces derniers mois. Elle m'a raconté comme elle était malheureuse, comme tu étais contrôlant, combien elle regrettait d'avoir sacrifié sa vie pour toi. C'était impossible. Madeleine n'avait jamais dit ces choses. Madeleine n'avait jamais pensé ces choses. C'est alors que j'ai entendu clairement la voix d'Élodie crier en arrière-plan « Ne laisse pas ce vieux aigri se pointer. Laisse-le rester chez lui à pleurer tout seul. » Et le pire de tout, Sébastien ne lui a pas dit de se taire. Il n'a pas dit de respecter son père. Il n'a pas défendu ma dignité. Il est resté silencieux pendant que sa femme m'insultait de l'autre côté du téléphone. « Tu as entendu ça, Sébastien? Tu vas laisser ta femme me parler comme ça? Papa, Élodie est enceinte et très sensible. En plus, elle aussi souffre de la mort de maman. Elle s'aimait beaucoup. » Un mensonge. Élodie supportait à peine Madeleine, mais mon fils préférait la version de sa femme à la réalité qu'il avait vécue pendant des années. Sébastien, je vais te le dire encore une fois. Demain, je serai à ses funérailles. Tu peux mettre autant de vigiles que tu veux, tu peux inventer autant d'excuses que tu peux imaginer. Mais je dirai adieu à ma femme. J'ai raccroché sans attendre sa réponse. Mes mains tremblaient de rage, de douleur, d'une déception si profonde que je pouvais à peine respirer. J'ai passé la nuit éveillée, regardant des photos de Madeleine, lisant les lettres d'amour qu'elle m'avait écrites de l'hôpital.
Georges, tu es le meilleur homme que j'ai connu dans ma vie. Prends soin de notre fils, mais prends encore plus soin de toi-même. » Comment prendre soin d'un fils qui m'avait déclaré la guerre? À 4 heures du matin, j'ai trouvé une lettre que Madeleine avait cachée dans mon bureau. L'écriture était tremblante, mais le message était clair. « Mon amour, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus avec toi. Je veux que tu saches que ces 36 ans ont été les plus heureux de ma vie. Tu as été le mari parfait, le père dont notre fils avait besoin, l'homme dont n'importe quelle femme rêverait d'avoir à ses côtés. Si un jour quelqu'un essaie de te convaincre du contraire, ne le crois pas. Notre amour était vrai, il était pur, il était pour toujours. » J'ai pleuré sur cette lettre jusqu'au lever du soleil. Madeleine savait que quelque chose comme ça pouvait arriver. C'est pourquoi elle avait laissé cette lettre, pour que je me souvienne de la vérité quand les mensonges essaieraient de me troubler. À 6 heures du matin, j'ai pris une douche, mis le costume noir que Madeleine avait repassé pour moi une dernière fois, pris les roses blanches du jardin et conduit jusqu'à l'église Saint-Paul. Peu importait ce que Sébastien avait planifié, peu importait combien de vigiles il avait mis. J'allais dire adieu à ma femme. J'allais tenir la promesse que je lui avais faite il y a 36 ans, rester avec elle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et s'il devait me sortir de force, au moins tout le monde verrait qui était le vrai méchant de cette histoire. Au moins les gens sauraient que Georges Lefebvre s'est battu jusqu'au bout pour l'amour de sa vie. Quand je suis arrivé à l'église Saint-Paul ce matin-là, mon cœur s'est effondré quand j'ai vu qu'il y avait vraiment 2 vigiles postés à l'entrée principale, comme des soldats protégeant une banque. C'étaient des hommes imposants, sérieux, portant ces uniformes noirs et ces oreillettes des entreprises de sécurité privées les plus chères de Lyon. Pendant un moment, j'ai pensé qu'ils étaient peut-être là pour protéger un politicien ou homme d'affaires important qui était venu aux funérailles. Mais quand je me suis approché avec les roses blanches à la main et que j'ai vu comment ils m'ont regardé, j'ai tout de suite su qu'ils étaient là à cause de moi. Mon propre fils avait engagé des vigiles pour m'empêcher d'entrer aux funérailles de ma propre femme. L'humiliation était complète, mais je ne savais pas encore jusqu'où allait la trahison. « Bonjour, monsieur », a dit le plus grand quand je me suis approché de la porte. La voix était professionnelle, mais ferme, comme celle de quelqu'un habitué à gérer des situations difficiles. « Où allez-vous ? Je suis ici pour les funérailles de ma femme, Madeleine Lefebvre, ai-je répondu, essayant de garder ma dignité, même avec la voix tremblante. Je suis Georges Lefebvre, son mari. L'homme a échangé un regard avec son collègue et a sorti un papier plié de la poche intérieure de sa veste. Il l'a déplié lentement, comme si c'était une ordonnance judiciaire. « Je suis vraiment désolé, monsieur Lefebvre, mais vous ne pouvez pas entrer. C'est une décision de la famille. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. « Comment ça, je ne peux pas entrer ? Nous sommes mariés depuis 36 ans. Je suis le mari de Madeleine. » Ma voix a commencé à monter, pas par agressivité, mais par désespoir. Le vigile maintenait son professionnalisme, mais j'ai pu voir dans ses yeux que la situation le mettait mal à l'aise. « Monsieur, nous comprenons votre douleur, mais nous avons des ordres spécifiques de monsieur Sébastien Lefebvre, le fils de la défunte. Il nous a engagés pour éviter toute perturbation pendant la cérémonie. » Une perturbation. Quelle perturbation un homme de 68 ans pourrait-il causer en voulant simplement dire adieu à sa femme morte? Quelle image Sébastien avait-il peinte de moi pour justifier cette humiliation publique? À ce moment, des visages connus ont commencé à arriver. Les Durand, nos amis de toute une vie, monsieur Martin, mon associé de la deuxième entreprise, les sœurs Moreau, qui étaient amies avec Madeleine depuis leur jeunesse, des employés de mes entreprises de BTP qui la connaissaient depuis des décennies. Tous m'ont vu là, debout, discutant avec des vigiles, comme si j'étais un envahisseur dangereux. Leurs visages ont changé quand ils ont réalisé ce qui se passait. Certains ont baissé les yeux de gêne, d'autres m'ont salué avec pitié, comme si j'étais victime d'une tragédie supplémentaire. Monsieur Martin s'est approché, confus. « Georges, qu'est-ce qui se passe ici ?» Je ne savais pas comment répondre sans avoir l'air fou. C'est alors qu'est apparue Catherine, la petite sœur de Madeleine sortant de l'église en pleurant. Catherine avait été comme une sœur pour moi toutes ces années, la tante préférée de Sébastien, celle qui avait toujours défendu l'union de notre famille. Quand elle m'a vu dehors avec les vigiles,
Son expression de surprise m'a brisé le cœur. « Georges, pourquoi tu es dehors? Pourquoi tu n'es pas là-dedans avec Madeleine ?»« Il ne me laisse pas entrer, Catherine. Sébastien a mis des vigiles ici pour que je ne puisse pas dire adieu à ma femme. » Catherine est restée quelques secondes sans voix, comme si elle n'arrivait pas à assimiler ce qu'elle venait d'entendre. « C'est impossible, Georges. Ce doit être un malentendu. » Mais Catherine est entrée chercher des réponses et est revenue 20 minutes plus tard, les yeux rouges et une expression que je n'avais jamais vue sur elle. « Georges, » a-t-elle dit d'une voix brisée. « Sébastien m'a dit que tu avais maltraité Madeleine ces dernières années. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas te voir dans les derniers jours, qu'elle avait spécifiquement demandé que tu ne viennes pas aux funérailles. Le monde s'est arrêté autour de moi. Maltraité. Moi, j'aurais maltraité Madeleine, la femme qui était l'amour de ma vie, pour qui j'avais vendu des actions des entreprises pour payer les traitements dont j'avais pris soin jour et nuit pendant des mois. Catherine, tu sais que c'est un mensonge. Tu as vu comment j'ai pris soin de Madeleine jusqu'au dernier jour. Georges, je ne sais plus quoi croire. Catherine a répondu, et j'ai pu voir dans ses yeux qu'elle doutait déjà de moi. Sébastien m'a montré des messages où Madeleine se plaignait de toi. Il m'a dit qu'elle consultait un psychologue parce qu'elle se sentait blessée émotionnellement. Des messages. Un psychologue. Quand Madeleine aurait-elle eu le temps d'écrire des messages se plaignant de moi si j'étais avec elle 24 heures sur 24? Catherine, c'est impossible. Madeleine et moi n'avions pas de problème dans notre mariage. Au contraire, nous étions plus unis que jamais pendant sa maladie. Mais je pouvais déjà voir que la graine du doute avait été plantée dans l'esprit de Catherine, comme elle avait probablement été plantée dans l'esprit de toute la famille. C'est alors que j'ai compris toute l'étendue de la trahison de mon fils. Il ne m'avait pas seulement écarté des funérailles de Madeleine, il n'avait pas seulement pris le contrôle de toutes les décisions sans me consulter. Il avait construit une narration complète où j'étais le méchant de l'histoire. Il avait convaincu toutes nos connaissances que j'étais un vieux abusif qui avait fait souffrir sa femme pendant des années. Il avait détruit 36 ans de mariage respectable, avec des mensonges calculés et des preuves fabriquées. Et le pire de tout, il avait utilisé la mort de Madeleine comme l'opportunité parfaite pour exécuter son plan, sans qu'elle puisse me défendre. « Catherine, » ai-je dit avec toute la dignité qu'il me restait, « tu connais Madeleine depuis qu'elle est petite, tu es venue chez nous des milliers de fois pendant 36 ans. As-tu jamais, en tout ce temps, vu le moindre signe que je la maltraitais? L'as-tu jamais vue triste, effrayée ou malheureuse avec moi? » Catherine a réfléchi pendant quelques secondes, et, pendant un moment, j'ai vu une lueur de vérité dans ses yeux. « Non, Georges, je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai toujours pensé que vous aviez le mariage le plus solide que je connaisse. Alors, fais confiance à ce que tu as vu pendant 36 ans, pas à ce que Sébastien dit qu'il s'est passé ces derniers mois. Mais c'était déjà trop tard. Le doute avait été planté, et les doutes poussent plus vite que la vérité. À ce moment-là, une voiture noire est arrivée et Sébastien et Élodie en sont descendus, habillés en deuil, mais avec une attitude qui ne ressemblait pas à du deuil, mais plutôt à un triomphe. Élodie portait une robe noire très chère et des lunettes de soleil, comme une actrice arrivant à une première. Sébastien était en costume que j'avais payé, et quand il m'a vu dehors avec les vigiles, son expression n'était pas de surprise, c'était de satisfaction, comme si tout se passait exactement comme il l'avait prévu. Il s'est approché de moi avec ce faux sourire qu'il avait perfectionné ces dernières années, ce sourire qu'il utilisait avec les clients difficiles ou les fournisseurs problématiques. « Papa », a-t-il dit d'une voix théâtralement triste. « On en a déjà parlé hier soir, on ne veut pas de problèmes ici. Maman n'aurait pas voulu que tu fasses un scandale à ses funérailles. » Un scandale? Vouloir dire adieu à ma femme, c'est faire un scandale? Élodie est restée quelques mètres derrière, mais j'ai pu voir qu'elle souriait derrière ses lunettes de soleil. Un petit sourire, cruel, de quelqu'un qui savourait chaque seconde de mon humiliation. « Sébastien, » ai-je dit avec le peu de dignité qu'il me restait, « ce n'est pas correct. Je suis son mari. J'ai le droit d'être ici. Tu n'as plus de droit sur maman, papa. » Ces droits ont pris fin quand tu as décidé de lui rendre la vie impossible ces derniers mois. C'était le mensonge parfait dit en public devant toutes nos connaissances. Et je n'avais aucun moyen de me défendre,
sans avoir l'air exactement de ce qu'il disait que j'étais, un vieux irrationnel et problématique. 2 semaines après les funérailles de Madeleine, quand je me réveillais encore chaque matin en espérant entendre sa voix m'appeler depuis la cuisine, j'ai reçu un appel que je n'ai jamais attendu. C'était Sébastien. La voix sonnait différemment, mais douce, presque comme le garçon qui avait l'habitude de me demander pardon quand il cassait quelque chose en jouant au ballon dans le jardin. « Papa, on peut parler ? Élodie et moi avons beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé le jour des funérailles. Pendant un moment, mon cœur s'est rempli d'un espoir désespéré. Peut-être que mon fils avait réfléchi. Peut-être qu'il avait réalisé la cruauté de ce qu'il avait fait. Peut-être que la douleur de perdre sa mère lui avait fait reconsidérer l'importance de la famille. Bien sûr, mon fils, quand tu veux. Ma porte t'est toujours ouverte. Retrouvons-nous au bureau, papa, en terrain neutre. Terrain neutre. Comme si ma propre maison était un territoire ennemi. Comme si l'endroit où il avait grandi, où Madeleine l'avait élevé avec tant d'amour, était maintenant un champ de bataille qui nécessitait une protection. Mais j'ai accepté. Après 2 semaines de douleur absolue et de solitude, n'importe quelle opportunité de réconciliation avec mon fils valait la peine. « Quand ça te convient ?» ai-je demandé avec une voix qui sonnait pathétiquement pleine d'espoir, même à mes propres oreilles. « Demain, à 15 heures, au bureau principal de Lefebvre BTP. » Le bureau que j'avais construit brique par brique, où il jouait enfant pendant que je travaillais les samedis, où Madeleine apportait des repas faits maison les dimanches quand nous avions des projets urgents. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis le décès de Madeleine. Pour la première fois en semaine, je me suis permis de penser que peut-être tout avait été un terrible malentendu, une réaction exagérée à la douleur de la perte. Peut-être que Sébastien était tellement désespéré de prouver qu'il pouvait gérer la situation qu'il avait pris de mauvaises décisions. Peut-être qu'Élodie, enceinte et en deuil, avait négativement influencé ses choix. Je me suis réveillé tôt. J'ai pris une douche soignée, mis le costume bleu que Madeleine disait toujours qui me rendait distingué. Je suis même allé me faire couper les cheveux chez le barbier que je fréquente depuis 20 ans, comme si c'était pour une réunion importante. Je voulais avoir l'air du père que Sébastien pouvait respecter, du grand-père que l'enfant à naître méritait de connaître. Je suis arrivé au bureau 15 minutes en avance. Le bâtiment que j'avais construit dans les années 90 était exactement pareil. L'enseigne Lefebvre BTP brillant au soleil de l'après-midi, le jardin que Madeleine avait dessiné fleuri avec ses plantes préférées, l'accueil élégant mais pas ostentatoire, qui reflétait nos valeurs de travail acharné et de succès mérité. J'ai attendu dans mon ancien bureau, entouré des diplômes et reconnaissances que j'avais accumulés pendant 30 ans de construction honnête. Sur les murs, il y avait des photos de nos projets les plus importants. L'ensemble résidentiel pour familles de classe moyenne, l'immeuble commercial qui avait été mon premier grand succès, l'école primaire que nous avions construite sans profit dans le quartier où Madeleine avait grandi. Chaque photo racontait l'histoire d'une vie dédiée à construire. Pas seulement des structures, mais un héritage familial. Sébastien est arrivé exactement à 15 heures, accompagné d'Élodie et, à ma surprise, du même avocat qui était apparu aux funérailles, maître d'Harcourt. Élodie était radieuse, malgré le deuil, dans une robe noire élégante qui accentuait sa grossesse de 4 mois. Elle avait ce sourire que j'avais appris à reconnaître, le sourire de quelqu'un qui est sur le point d'obtenir ce qu'il veut. Sébastien m'a serré dans ses bras et, pendant une seconde, j'ai senti que je récupérais mon fils. L'étreinte était sincère, chaleureuse, comme les étreintes qu'il me donnait quand il revenait de l'université, plein de projets et de rêves. « Papa, pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé. Je pense qu'on a tous mal réagi à cause du deuil. » Ces mots étaient comme de l'eau fraîche pour mon âme assoiffée. Élodie pense qu'on devrait te donner une chance. Sébastien l'a continué. Et pour la première fois en des mois, ma belle-fille m'a regardé sans mépris. On a beaucoup réfléchi à ce que maman aurait voulu pour notre famille. Maman. C'était la première fois qu'Élodie appelait Madeleine maman au lieu de Madame Madeleine, ou simplement ignorait son existence. On sait que ces mois ont été très durs pour toi, papa. Perdre la compagne de toute une vie n'est facile à aucun âge. La voix sonnait mature, compréhensive, comme l'homme responsable que j'avais toujours espéré qu'il devienne.
On veut que tu fasses partie de nos vies, que tu connaisses ton petit-fils quand il naîtra, qu'on continue à être une famille comme maman l'aurait voulu. » Les larmes sont venues sans permission. Pendant 2 semaines, j'avais vécu avec la certitude que j'avais perdu non seulement ma femme, mais aussi mon fils, et la possibilité de connaître mon petit-enfant. Sébastien, tu ne sais pas comme ça me rend heureux d'entendre ça. Ta mère serait si fière de te voir mature, responsable, pensant à la famille au-dessus de toute différence personnelle. Élodie s'est approchée et a pris ma main avec une délicatesse que je ne lui connaissais pas. « Monsieur Georges, a-t-elle dit, j'ai aussi beaucoup réfléchi. Peut-être que j'ai mal jugé certaines situations. La grossesse me rend très sensible, et le deuil de Madeleine m'a troublé. » C'était la première fois que je l'entendais parler de Madeleine avec respect. La première fois qu'elle admettait avoir tort sur quelque chose. « On pourrait être associés de nouveau, papa, comme avant, quand j'étais petit, et que tu m'emmenais sur les chantiers pour m'apprendre le métier. » Sébastien s'est approché de la fenêtre, d'où l'on voyait la ville que nous avions aidé à construire avec nos projets. Je me souviens quand tu m'expliquais que chaque bâtiment était comme une famille. Il avait besoin de fondations solides, d'une structure forte et de beaucoup d'amour pour durer pour toujours. Ces mots sont allés droit au cœur. C'était exactement la philosophie que je lui avais enseignée depuis qu'il était petit, la même que Madeleine soutenait quand elle me voyait travailler tard, planifiant chaque détail de nos projets. « Mais on doit faire quelques changements légaux avant, » a-t-il continué, « pour protéger le patrimoine de la famille, surtout maintenant avec le bébé qui arrive. » L'avocat maître d'Harcourt a ouvert sa mallette et en a sorti un dossier plein de documents parfaitement organisés. « Monsieur Lefebvre, » a-t-il dit avec le sourire professionnel qu'il avait perfectionné pendant des années de pratique juridique. « Nous avons préparé des documents qui vont faciliter la transition générationnelle des entreprises. C'est quelque chose que toute entreprise familiale de succès doit faire à un moment donné. » Les papiers semblaient officiels, sérieux, pleins de termes juridiques que je ne comprenais pas complètement, mais qui sonnaient raisonnables, venant d'un avocat avec les références de maître d'Harcourt. « C'est juste une formalité, papa, » a expliqué Sébastien, « mais nécessaire pour qu'on puisse travailler ensemble sans complications bureaucratiques. Un transfert temporaire d'autorité pendant qu'on réorganise la structure sociétaire. Signe ces documents aujourd'hui, » m'a dit Élodie avec un sourire qui maintenant semblait sincèrement chaleureux. « Et demain, on dîne en famille. On peut commencer à planifier comment on veut que soit la relation de notre fils avec son grand-père. » Le mot « grand-père » m'a rempli d'une émotion que je n'avais pas ressentie depuis avant la maladie de Madeleine. J'allais enfin avoir un petit-fils. J'allais enfin pouvoir continuer l'héritage familial que tant de travail m'avait coûté à construire. J'ai pris le stylo que maître d'Harcourt m'offrait sans lire tous les détails. Je faisais confiance à mon fils. Je faisais confiance que la douleur nous avait appris à tous comme la famille était importante. J'ai signé chaque document avec la main tremblante. Pas de nervosité, mais d'émotion. « Demain à 20 heures précises, » m'a dit Sébastien en rangeant les papiers. « Élodie va préparer ce poulet rôti que tu aimes tant. » Ce soir-là, je suis rentré à la maison en me sentant comme un homme nouveau. Pour la première fois depuis la mort de Madeleine, j'ai réussi à dîner sans pleurer sur l'assiette vide. J'ai appelé Catherine pour lui dire que Sébastien et moi nous étions réconciliés, que j'allais être un grand-père actif, que peut-être tout ce qui s'était passé aux funérailles avait été un terrible malentendu causé par le deuil. « Tant mieux, Georges, » m'a-t-elle dit, bien que sa voix semble prudente. « J'espère que ça va bien se passer cette fois. » J'ai dormi en serrant l'oreiller de Madeleine, lui murmurant que notre fils était revenu à la raison, qu'on allait être une famille de nouveau, que notre petit-fils allait grandir en connaissant l'amour que nous deux avions construit pendant 36 ans. Le lendemain, je me suis réveillé tôt et j'ai acheté des fleurs pour Élodie, un cadeau pour le bébé qui arrive, une bouteille du vin qu'on buvait lors des célébrations familiales. Mais quand je suis arrivé chez Sébastien à 20 heures précises, personne n'a répondu à la porte. J'ai appelé sur son portable. Il n'a pas répondu. J'ai sonné à la porte pendant 1 heure. La maison était vide, sombre, silencieuse, comme un tombeau. 3 jours après avoir attendu inutilement à la porte de Sébastien, j'ai réussi à le localiser dans ce qui était mon bureau principal chez Lefebvre BTP. Mais quand je suis arrivé,
La surprise a été totale. L'enseigne ne disait plus Lefebvre BTP. Maintenant, elle disait LS & Associés, développement immobilier. Mon nom avait été relégué à une mention secondaire dans l'entreprise que j'avais fondée de mes propres mains, avec la sueur de 30 ans de travail, avec le soutien inconditionnel de Madeleine à travers des décennies de sacrifices partagés. La secrétaire, qui me connaissait depuis 15 ans, m'a regardé avec confusion quand j'ai demandé à voir Sébastien. « Monsieur Lefebvre, a-t-elle dit avec un malaise évident, vous avez rendez-vous ? Monsieur Sébastien est très occupé à réorganiser la structure administrative. » Un rendez-vous ? J'avais besoin d'un rendez-vous pour voir mon propre fils dans l'entreprise que j'avais construite. Sébastien m'a reçu dans ce qui avait été mon bureau, mais tout avait changé. Les diplômes et reconnaissances que j'avais accumulés au fil de 3 décennies avaient été remplacés par de nouveaux certificats, au nom de Sébastien Lefebvre, directeur général. Les photos de nos projets familiaux avaient été échangées contre des rendus de projets immobiliers de luxe que je n'avais jamais vus. Même la photo de Madeleine, qui était toujours restée sur mon bureau, avait disparu, remplacée par une image d'Élodie dans sa robe de mariée. Mon fils était assis derrière le bureau qui avait été le mien pendant 20 ans, révisant des papiers avec la concentration de quelqu'un qui administre un empire qui a toujours été le sien. Quand il a levé les yeux, je n'ai pas vu de culpabilité dans ses yeux. J'ai vu de la satisfaction. « Papa, comment vas-tu ? Désolé de ne pas avoir pu te voir avant, mais on a été très occupés à réorganiser beaucoup de choses. » Le ton était professionnel, cordial, comme celui qu'il utilisait avec les fournisseurs moins importants. Il n'y avait pas trace du fils repenti qui m'avait serré dans ses bras 3 jours plus tôt. « Alors, c'était le plan depuis le début ?» ai-je demandé, sentant la rage et la déception monter dans ma gorge comme de la bile amère. La réconciliation, les excuses, la promesse du dîner en famille. Sébastien s'est adossé dans le fauteuil avec un calme qui m'a glacé le sang. « Papa, les affaires sont les affaires. Je devais m'assurer que la transition soit la plus efficace possible. Maman serait fière de voir comment je gère le patrimoine de la famille. » Fière ? Ta mère serait fière de te voir voler l'entreprise que nous avons construite ensemble. Elle serait fière de te voir mentir à ton propre père. Ma voix a commencé à faiblir, pas de tristesse, mais d'une rage que je retenais depuis des semaines. Sébastien a soupiré comme si j'étais un client difficile qui ne comprenait pas les termes d'un contrat. « Papa, ce n'est pas du vol. C'est une transition générationnelle normale. Toutes les entreprises familiales passent par là à un moment donné. Les fondateurs vieillissent, perdent leur capacité de décision, et la nouvelle génération prend le contrôle. Perdre la capacité de décision. » Moi qui avais géré 3 entreprises simultanément pendant des décennies, qui avais navigué à travers des crises économiques qui auraient coulé des entrepreneurs moins expérimentés. À ce moment-là, Élodie est entrée sans frapper, comme si elle était la patronne des lieux. Elle portait une robe de grossesse très chère et un sourire qui ne faisait plus semblant d'être gentil. Elle s'est approchée du bureau où Sébastien était assis et a posé sa main possessive sur son épaule, comme pour marquer son territoire. « Ah, le vieux a enfin compris », a-t-elle dit avec un rire cristallin qui faisait plus mal que n'importe quel cri. Il n'y avait pas de simulation dans sa voix, c'était le rire sincère de quelqu'un qui avait gagné une guerre longue et calculée. « On a toujours su que tu étais dans le chemin, Georges, un obstacle à la vraie croissance de ces entreprises. » La façon décontractée dont elle a prononcé mon prénom, sans le « monsieur » qu'elle avait utilisé pendant des années d'hypocrisie, m'a montré l'étendue de la planification de cette humiliation. « Élodie, » ai-je dit en essayant de garder un peu de dignité, « je t'ai accueillie dans ma famille comme une fille. Je t'ai respectée même quand tu as maltraité Madeleine. C'est comme ça que tu retournes 30 ans de considération. » Son rire est devenu plus fort, plus cruel, comme une fille. « Je t'en prie, Georges, tu as toujours été condescendant avec moi. Tu m'as toujours fait sentir comme si j'étais d'une classe inférieure à la tienne, comme si je devais être reconnaissante d'être acceptée dans ton petit monde de classe moyenne. » Classe moyenne. Nous avions construit un empire qui valait des millions d'euros. Nous avions donné du travail à des centaines de familles. Nous avions contribué au développement de Lyon pendant des décennies. Mais pour Élodie, nous n'avions jamais été suffisants parce que notre argent sentait le travail honnête, et non l'héritage aristocratique.
C'est ça que tu penses, Sébastien, ai-je demandé à mon fils, espérant qu'au moins lui aurait la décence de ressentir un peu de honte. Tu vas laisser ta femme me parler comme ça? Tu vas rester silencieux pendant qu'elle insulte ta famille? Sébastien n'a pas levé les yeux des papiers qu'il révisait. Il n'a pas défendu ma dignité. Il n'a pas demandé de respect à Élodie. Il a simplement continué à travailler comme si j'étais un employé problématique qu'il devait tolérer jusqu'à trouver un moyen de licencier. Papa, Élodie a raison sur certaines choses. Pendant des années, tu as maintenu ces entreprises avec une mentalité limitée. Des petits projets, des petits profits, des petites ambitions. Des petites ambitions. Les mêmes ambitions qui avaient payé l'école de commerce la plus chère de Lyon. Des voyages en Europe, des voitures de luxe. 30 ans à construire ça pour toi, ai-je dit, d'une voix que je ne reconnaissais plus comme la mienne. Et tu me jettes comme un chien. Élodie a ri de nouveau, ce rire qui me hantrait pendant des années. Ne sois pas dramatique, papa, a finalement dit Sébastien, me regardant avec la patience feinte de quelqu'un qui explique quelque chose d'évident à un enfant lent. On va te donner une retraite. 400 € par mois, c'est plus que ce que beaucoup de retraités reçoivent. Et considérant que tu n'apportes plus de valeur aux opérations, c'est plutôt généreux. 400 €, c'était l'évaluation de mon fils de 30 ans de travail, d'une vie dédiée à construire son avenir. Madeleine et moi dépensions plus que ça pour un dîner d'anniversaire. 400 €, ai-je répété, sans arriver à croire ce que j'entendais. Sébastien, ces entreprises valent plus de 12 millions d'euros. Les comptes en banque ont plus de 4 millions en liquide. Les biens immobiliers que nous avons accumulés valent encore 6 millions. Et tu m'offres 400 € par mois comme si c'était une faveur. Élodie s'est levée et a marché jusqu'à la fenêtre avec cette élégance étudiée qu'elle avait perfectionnée au fil des années de mariage avec mon fils. Georges, ces chiffres appartiennent au passé. On est dans une nouvelle étape. Sébastien est en train de tout restructurer avec une vision d'avenir. Ce n'est plus une question de combien les choses valaient quand tu les gérais, mais de combien elles vaudront quand quelqu'un avec une éducation moderne et de vraies connexions les gérera. Je me suis levé de ma chaise, sentant l'humiliation peser sur mes épaules comme un fardeau physique. J'ai regardé mon fils, pour ce que je savais être la dernière fois en tant que père et fils. Ses yeux étaient d'effroi, calculateurs, complètement déconnectés de l'homme qu'il avait tenu dans ses bras quand il était bébé, à qui il avait appris à faire du vélo, qui avait travaillé 18 heures par jour pour lui donner toutes les opportunités qu'il utilisait maintenant pour me détruire. Tu te souviendras de cette conversation toute ta vie, Sébastien, ai-je dit avec un calme qui m'a surpris. Quand tu seras vieux et que tu regarderas en arrière, tu te souviendras du jour où tu as trahi l'homme qui t'a tout donné. Sébastien n'a même pas levé les yeux des papiers. Au revoir, papa. Les documents de la retraite arriveront par la poste. Je suis sorti de ce bureau, mon bureau, sachant que j'avais perdu non seulement mon fils, mais aussi le travail de toute ma vie. Mais tandis que je marchais vers ma voiture, quelque chose d'étrange a commencé à se produire dans ma poitrine. La tristesse et l'humiliation ont commencé à se transformer en quelque chose de plus froid, de plus dangereux. Sébastien pensait qu'il m'avait complètement vaincu. Élodie pensait qu'elle avait obtenu tout ce qu'elle voulait. Les deux pensaient que Georges Lefebvre était un vieux inoffensif sur lequel il pouvait marcher sans conséquence. Mais il y avait quelque chose qu'ils ne savaient pas. Quelque chose que Madeleine et moi avions planifié des années auparavant, quand nous avions encore l'espoir que notre fils ait de l'honneur. Ce soir-là, quand je rentrerais à la maison, je passerais un appel qui changerait tout. Un appel qui leur apprendrait ce que signifie trahir un homme qui a construit un empire non seulement avec des briques, mais avec intelligence et prévoyance. Ce soir-là, je suis arrivé dans la maison vide, le cœur déchiré, mais l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Je me suis servi un bon whisky de la bouteille que Madeleine et moi gardions pour les occasions spéciales, et je me suis assis dans le bureau où j'avais l'habitude de réviser les contrats les plus importants de nos entreprises. À cette même table, 5 ans plus tôt, Madeleine et moi avions pris une décision qui à l'époque semblait excessive, presque paranoïaque. « Georges » m'avait-elle dit un soir après un dîner particulièrement tendu avec Sébastien et Élodie, « j'ai un mauvais pressentiment au sujet de notre fils. Il est en train de changer
et pas pour le mieux. Je pense qu'on devrait se protéger. J'avais pensé que c'était une exagération de mère inquiète. Maintenant, je comprends que Madeleine avait vu ce que j'avais refusé d'accepter, que nous étions en train d'élever un étranger. J'ai cherché dans le coffre-fort l'enveloppe scellée que je n'avais pas ouverte depuis 5 ans. À l'intérieur se trouvaient tous les documents du plan Madeleine, comme nous plaisantions à l'appeler, sans jamais imaginer que nous aurions vraiment à l'utiliser. Madeleine avait insisté pour créer un système de protection patrimoniale qui garderait une partie significative de notre richesse en sécurité au cas où quelque chose tournerait mal avec la famille. Ce n'est pas une question de se méfier de Sébastien, avait-elle expliqué. C'est une question de protéger le fruit de notre travail pour qu'il soit toujours utilisé avec les valeurs que nous lui avons enseignées. Nous avions engagé le meilleur avocat financier de Lyon, maître Jean-Pierre Duval, un homme d'honneur qui comprenait l'importance de la discrétion et de la loyauté. J'ai pris le téléphone avec les mains tremblantes et j'ai composé le numéro que je connaissais par cœur. Il était 23 heures, mais maître Duval m'avait toujours dit d'appeler à n'importe quelle heure si j'avais besoin d'activer le plan Madeleine. Maître Duval, c'est Georges, il est temps d'exécuter le plan Madeleine. Il y a eu un silence de l'autre côté de la ligne, puis la voix grave de mon avocat de confiance. « Georges, vous êtes absolument certain? Une fois qu'on active ça, il n'y a pas de retour en arrière. Les choses en sont vraiment arrivées là ?» J'ai tout raconté. L'humiliation aux funérailles, les documents qu'il m'avait fait signer sous de fausses promesses, la façon dont Sébastien et Élodie m'avaient jeté de ma propre entreprise comme une ordure. D'accord, Georges. Madeleine m'avait prévenu que ça pouvait arriver. J'ai tout préparé. Première chose, demain matin, on commence. Ce que Sébastien n'a jamais su, c'est que ces 10 dernières années, suivant les conseils de maître Duval, nous avions maintenu des comptes bancaires secrets en Suisse et au Luxembourg. Rien d'illégal, bien sûr. C'étaient des investissements légitimes déclarés au fisc, mais structurés à travers des sociétés écrans que seules Madeleine, maître Duval et moi savions qu'elles existaient. Pendant que Sébastien gérait les opérations quotidiennes des entreprises de BTP, avec les comptes opérationnels qu'il connaissait, la vraie richesse de la famille était protégée dans des instruments financiers dont il ne savait même pas qu'ils existaient. Plus de 30 millions d'euros en actions, obligations et dépôts à terme que nous avions accumulés à travers des décennies de travail intelligent et de planification soigneuse. Maître Duval annulait tout accès de Sébastien aux comptes opérationnels des 3 entreprises, activer les clauses de protection patrimoniale que nous avons établies. Mon avocat avait déjà tout préparé. Depuis des années, les entreprises fonctionnaient avec une structure juridique complexe, où Sébastien avait autorité pour les décisions quotidiennes et la gestion de projets, mais je gardais le contrôle final sur les finances principales à travers une série de holdings dont il ignorait l'existence. Les documents qu'il m'avait fait signer sous de fausses promesses donnaient le contrôle des entreprises opérationnelles, mais il n'avait aucune idée que ces entreprises dépendaient entièrement de prêts et de garanties que je contrôlais à travers les sociétés mères. Et maître Duval ? Ai-je continué, sentant un calme étrange que je n'avais pas expérimenté depuis des semaines. Activez aussi la clause de révocation immédiate. Je veux que Sébastien perde l'accès demain à toutes les lignes de crédit, toutes les garanties bancaires, tous les fonds opérationnels. Maître Duval a sifflé doucement de l'autre côté du téléphone. « Georges, ça va paralyser les 3 entreprises en 24 heures. Vous êtes sûr de vouloir aller aussi loin ? » « J'en suis sûr, maître Duval. Mon fils m'a traité comme un ennemi. Maintenant, il va savoir ce que c'est d'avoir un vrai ennemi. » Madeleine m'a appris que la vengeance la plus efficace n'est pas celle qui fait le plus mal, mais celle qui enseigne le plus. Et Sébastien allait apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais. À 6 heures du matin le lendemain, a commencé l'opération la plus calculée de ma vie. Les banques ont reçu l'ordre de suspendre immédiatement toutes les lignes de crédit des entreprises de Sébastien. Les fournisseurs qui n'avaient pas reçu de facture des derniers mois ont reçu des notifications juridiques exigeant un paiement immédiat. Les employés qui avaient fait des heures supplémentaires sur les derniers projets ont été informés que les salaires étaient en retard pour des problèmes temporaires de trésorerie. Les comptes que Sébastien pensait contrôler ont été gelés pour des audits de routine qui pouvaient durer des semaines.
En moins de 12 heures, mon fils est passé de se sentir maître d'un empire à découvrir qu'il était le gérant de 3 entreprises en faillite. Le premier appel est devenu à 15 heures. C'était Sébastien, et pour la première fois depuis des années, sa voix sonnait désespérée. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Les banques disent que les comptes sont bloqués. Les fournisseurs réclament des paiements qu'on ne peut pas faire. Les employés demandent pour les salaires. » La voix avait cette note de panique qui me rappelait quand il était enfant et cassait quelque chose de précieux. « Ce qui se passe, Sébastien? Ce qui se passe, c'est ce que Madeleine et moi avons planifié il y a des années, quand nous avions encore l'espoir que notre fils soit un homme d'honneur. » Il y a eu un long silence de l'autre côté du téléphone. Puis, « De quoi parlez-vous, papa? Quel plan? » Le plan que nous avons fait quand nous avons réalisé que nous étions en train d'élever un étranger. « Papa, s'il vous plaît, on peut régler ça. On peut en parler comme des adultes. » Maintenant, il sonnait comme le garçon qui avait l'habitude de demander pardon quand il cassait quelque chose en jouant au ballon dans le jardin. « Parler comme des adultes, comme nous avons parlé quand tu m'as expulsé des funérailles de ma femme, comme nous avons parlé quand tu as volé mon entreprise par la tromperie, comme nous avons parlé quand ta femme m'a insulté dans mon propre bureau. » Sébastien a commencé à pleurer de l'autre côté du téléphone. C'était la première fois que je l'entendais pleurer depuis ses 12 ans. « Papa, Élodie est enceinte. On a des responsabilités. Vous ne pouvez pas tout détruire à cause d'une dispute de famille. Une dispute de famille, ils ont détruit ma dignité, piétiné la mémoire de Madeleine, transformé 30 ans de travail en humiliation publique. Sébastien, écoute-moi bien, parce que je ne vais le dire qu'une seule fois. Dans les prochains jours, tu vas découvrir que tu ne sais rien des entreprises que tu pensais contrôler. Tu vas découvrir que tu ne comprends rien à la richesse que tu pensais avoir héritée. Tu vas découvrir que trahir sa famille a des conséquences bien au-delà de ce que ton esprit limité peut imaginer. » J'ai raccroché le téléphone et je me suis servi un autre whisky. Dehors, Léon continuait sa vie normale, sans savoir que dans une maison à Écully, un homme de 68 ans venait de déclarer la guerre à son propre fils. Une guerre qui avait commencé par l'humiliation et les larmes, mais qui finirait par la justice et la dignité retrouvée. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de Madeleine, j'ai dormi profondément. J'ai rêvé de ma femme quand elle était jeune, du jour où nous nous sommes rencontrés dans ce petit bureau où elle travaillait comme secrétaire. Dans le rêve, elle me souriait et disait « Georges, j'ai toujours su que tu étais un homme d'honneur. Ne laisse personne, pas même notre fils, te faire oublier qui tu es. » Je me suis réveillé avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Sébastien avait commis la plus grande erreur de sa vie. Il avait sous-estimé l'homme qui l'avait élevé, qui avait construit un empire à partir de rien, qui avait survécu à des crises économiques qui auraient détruit des entrepreneurs moins intelligents. Maintenant, il allait apprendre que l'expérience et la patience battent toujours l'arrogance et la précipitation. Et Élodie allait découvrir qu'elle avait misé sur le mauvais cheval dans cette course. 6 mois après cet appel qui a tout changé, j'étais debout devant le terrain où nous allions construire les 50 premières maisons de la fondation Madeleine Lefebvre. C'était un terrain de 5 hectares dans la zone est de Lyon, le même quartier où Madeleine avait grandi dans une maison modeste avec ses parents travailleurs. Le soleil du matin illuminait l'espace vide, qui bientôt se remplirait de rires d'enfants, de familles qui auraient enfin une maison décente, d'espoir réel pour des gens qui avaient travaillé toute leur vie sans pouvoir accéder à la propriété. Avec les 30 millions d'euros que j'avais gardés protégés de la cupidité de mon fils, j'ai créé la fondation la plus ambitieuse de Lyon dans le secteur du logement social. Chaque euro que Sébastien pensait hériter deviendrait des briques et de l'espoir pour des familles qui le méritaient vraiment. À mes côtés se trouvait maître Jean-Pierre Duval, mon avocat de confiance, révisant les plans finaux du projet. « Georges, » m'a-t-il dit avec ce sourire satisfait qu'il réservait pour ses triomphes juridiques les plus élégants, « je pense que Madeleine serait fière de ce que vous faites. » Transformer la trahison de Sébastien en espoir pour 50 familles est la vengeance la plus poétique que j'ai vue en 30 ans de pratique. Il avait raison. Chaque maison que nous construirions serait un monument à la mémoire de Madeleine, mais aussi une leçon pour mon fils sur ce que signifie vraiment honorer ses parents.
Pendant qu'il sombrait dans la ruine à travers sa propre cupidité, je construisais un héritage qui durerait des générations. Les premières familles bénéficiaires avaient déjà été sélectionnées à travers un processus rigoureux que Madeleine aurait complètement approuvé. C'étaient des familles de travailleurs de Lyon, une infirmière célibataire avec 2 enfants qui vivaient dans un appartement minuscule depuis 10 ans, un couple d'enseignants qui payaient plus de 60% de leurs revenus en loyer, un maçon veuf avec 3 filles qui avaient perdu sa maison pendant la crise économique de 2008. Des gens honnêtes qui travaillaient dur, mais que le marché immobilier avait laissé sans opportunité. Chaque famille qui recevra une maison connaîtra l'histoire de Madeleine, ai-je dit aux architectes et assistantes sociales qui administraient le projet. Ils sauront que cette maison est possible grâce à l'amour d'une femme extraordinaire et à l'honneur d'un homme qui a refusé d'être vaincu par la trahison. Pendant que nous planifions la fondation, Sébastien était tombé en faillite en un temps record, sans accès aux vrais comptes, sans les garanties bancaires que je contrôlais, sans comprendre la structure financière complexe qui soutenait les entreprises. Il a essayé de gérer 3 entreprises de BTP avec l'expérience d'un enfant jouant avec des blocs de construction. Les projets se sont arrêtés. Les employés sont partis chercher du travail dans d'autres entreprises. Les fournisseurs ont intenté des procès pour paiement en retard. En 6 mois, les entreprises que j'avais construites pendant 30 ans se sont effondrées comme des châteaux de cartes sous la gestion incompétente de mon fils. Élodie, qui pensait avoir épousé un millionnaire, a découvert qu'elle avait misé son avenir sur un homme qui ne savait même pas lire un bilan. La première fois que j'ai vu Sébastien après cet appel, c'était sur la place Bellecour, 3 mois après l'effondrement de ses entreprises. Il était assis sur un banc, portant des vêtements que j'ai reconnus comme ceux qu'il portait habituellement pour travailler sur les chantiers quand il était jeune, mais maintenant froissés et tachés. Il avait une casquette par terre avec quelques pièces et un panneau en carton qui disait « Cherche travail, expérience dans le bâtiment ». La barbe longue, mal entretenue, les yeux enfoncés, les mains sales. J'ai eu du mal à reconnaître dans cet homme le cadre arrogant qui m'avait expulsé de mon propre bureau quelques mois plus tôt. Je me suis approché lentement, sentant un mélange étrange de tristesse et de satisfaction. « Sébastien », ai-je dit doucement. Quand il a levé les yeux et m'a vu, ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. « Papa », a-t-il dit d'une voix brisée que je n'avais pas entendue depuis l'enfance. « C'est pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. » Il s'est levé maladroitement, et pendant un moment, j'ai pensé qu'il allait me serrer dans ses bras, comme il le faisait quand il était petit et qu'il avait fait quelque chose de mal. Mais je ne l'ai pas laissé faire. Pas parce que je ne ressentais pas d'amour pour lui, mais parce que certaines leçons ne s'apprennent que quand elles font suffisamment mal. « Où est Élodie ?» ai-je demandé. « Elle est partie quand l'argent a été fini. Elle a pris le bébé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas élever un enfant avec un raté. Le bébé. Mon petit-fils, qui ne connaîtrait jamais le grand-père à cause de la cupidité de ses parents. J'ai sorti mon portefeuille et je lui ai donné 150 €. C'est plus que ce que tu m'as offert quand tu m'as expulsé de mon entreprise, fils. Sébastien a pris l'argent avec les mains tremblantes. Papa, il y a un moyen d'arranger ça? Un moyen de redevenir une famille? Je l'ai regardé pendant quelques secondes, voyant dans ses yeux le désespoir sincère de quelqu'un qui a tout perdu par sa propre bêtise. Sébastien, il y a des choses qui ne se réparent pas. Il y a des trahisons qui ne se pardonnent pas. Tu as décidé que je ne valais rien. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de cette décision. Ses larmes tombaient sur l'asphalte de la place Bellecour, tandis que des touristes passaient sans comprendre le drame qui se jouait entre un père et un fils. « Mais je vais te dire une chose, » ai-je continué, « et je veux que tu t'en souviennes pour le reste de ta vie. L'argent que tu pensais hériter est en train de construire des maisons pour des gens qui le méritent vraiment. Chaque brique de ces maisons porte le nom de ta mère. Chaque famille qui sourit dans ces maisons est ma plus douce vengeance. » Sébastien a mis ses mains sur son visage et a pleuré comme il n'avait pas pleuré depuis l'enfance. « Papa, maman n'aurait pas voulu ça. Elle aurait voulu qu'on soit une famille. Tu as raison, Sébastien. Ta mère aurait voulu qu'on soit une famille. Mais toi, tu as décidé qu'être riche était plus important qu'être son fils. Maintenant, vis avec cette décision. »
Je suis parti sans regarder en arrière, le laissant pleurer sur ce banc de la place Bellecour. Aujourd'hui, 1 an après la mort de Madeleine, la Fondation Madeleine Lefebvre a construit 200 maisons dans 4 quartiers de Lyon. Chaque maison a une plaque qui dit « Construite avec amour en mémoire de Madeleine Lefebvre, 1961-2022 ». Une femme extraordinaire qui croyait en la dignité du travail et au pouvoir de l'amour véritable. Des enfants jouent dans les cours que nous avons dessinés, pensant aux après-midi que Madeleine et moi passions à regarder Sébastien courir dans notre jardin. Des mères étendent le linge sur les fils que nous avons installés, rappelant les matinées où Madeleine chantait en étendant notre linge au soleil. Chaque détail de ces maisons est plein de souvenirs heureux, d'amour véritable, de la vie que nous avons construite ensemble pendant 36 ans. Sébastien vit dans un foyer d'hébergement dans le centre de Lyon. Parfois, des informations arrivent sur lui par des connaissances, qu'il fait des petits boulots, qu'il essaie d'arrêter de boire, qu'il demande de mes nouvelles, mais qu'il n'a pas le courage de s'approcher. Élodie s'est mariée avec un homme d'affaires plus âgé, un homme qui peut lui donner la vie de luxe qu'elle a toujours voulu. Mon petit-fils va grandir en appelant un autre homme papa, sans jamais savoir qu'il avait un grand-père qui aurait donné sa vie pour lui. Il y a des nuits où ça fait mal d'y penser, que mon sang grandit sans connaître les histoires que Madeleine et moi aurions partagées avec lui. Mais alors je me souviens des visages des enfants jouant dans les maisons de la Fondation et je comprends que certaines pertes sont nécessaires pour que de plus grandes choses naissent. Parfois je me demande si j'ai fait la bonne chose, si la justice que j'ai cherchée était trop sévère, si Madeleine aurait approuvé la façon dont j'ai géré la trahison de notre fils. Mais alors, je vois les familles souriantes dans leur nouvelle maison, je lis les lettres de remerciement que je reçois chaque semaine. Je marche dans des quartiers où avant il y avait de la pauvreté et maintenant il y a de l'espoir. Et je sais que Madeleine serait fière. Chaque brique est une prière. Chaque maison est un miracle. Chaque famille heureuse est la preuve que l'amour véritable ne meurt jamais, il se transforme seulement. Sébastien a choisi la cupidité au lieu de la famille. J'ai choisi l'honneur au lieu du sang. Et bien que ça fasse mal, je sais que j'ai pris la bonne décision. Aujourd'hui, j'ai 69 ans et j'ai appris quelque chose qui fait mal, mais qui est vrai. Parfois, la famille de sang nous déçoit, mais la famille que nous choisissons, la famille que nous construisons avec nos valeurs et nos actions, cette famille ne nous trahit jamais. Les 200 familles qui vivent dans les maisons de la Fondation Madeleine Lefebvre sont mes vrais descendants. Les enfants qui grandissent dans ces cours sont mes vrais petits-enfants. Les mères qui me bénissent quand je passe dans leur quartier sont mes vraies filles. Sébastien a perdu un père, mais moi j'ai gagné une famille entière de gens qui comprennent la valeur du travail honnête et de l'amour véritable. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pardonné un fils qui vous a humilié au moment le plus douloureux de votre vie? Ou auriez-vous cherché la justice même si ça faisait mal à l'âme? Si cette histoire a remué quelque chose en vous, dites-nous votre opinion dans les commentaires. Laissez un like si vous pensez que la justice est venue comme elle devait venir et abonnez-vous à la chaîne, parce que chaque jour il y a une nouvelle histoire qui peut changer votre vie. Des histoires de gens ordinaires qui font face à des trahisons extraordinaires et trouvent la force de continuer.